voilà, on va accueillir Antoine Laurent, si tu veux bien. Antoine Laurent, qui est à... Bonjour Antoine, merci d'être avec nous, qui a écrit ce livre que je vous recommande, si vous voulez comprendre ce que c'est que d'être sauveteur à SOS Méditerranée et sur la mer. Antoine Laurent est un ancien sauveteur de SOS Méditerranée, et depuis il a envie de passer aussi dans le champ politique pour essayer d'agir dans la mesure du possible. On a expliqué que c'était assez compliqué, on en reparlera peut-être. Et il est devenu assistant parlementaire et il est maintenant conseiller politique des écologistes. Bonjour Antoine. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir et bravo pour tout le travail. On va ouvrir assez rapidement la discussion à la salle, mais d'abord une réaction à ce qu'on a essayé de montrer ce soir. Il y a beaucoup à dire, même si déjà beaucoup a été dit, et je trouve que c'est un document ou même une œuvre qui est complète, et c'est rare qu'on arrive à ce niveau de complétion de l'explication de ce phénomène. Souvent on en a des bribes. La plupart des travaux de journalistes sont souvent focalisés sur les sauvetages et sur l'accueil des rescapés sur le bateau, parce que ce sont les images les plus marquantes et puis les plus télégéniques. Et là, le fait de boucler, en plus en faisant des allers-retours sur les différentes phases du parcours migratoire, c'est une manière d'expliquer les choses et notamment de montrer ce qui se passe en Libye. Les images de Centrafrique sont particulièrement choquantes pour plein d'égards, mais c'est une des raisons des départs. Et en fait, c'est toutes les raisons des départs qui sont parfaitement légitimes. Elles sont à montrer. Et pour moi, elles sont prioritaires sur toutes les autres parce qu'elles expliquent quelque chose qu'on ne voit pas forcément, même en perçant le regard de ces personnes rescapées. Moi, j'ai fait face à ces situations en pleine mer sur les Zodiacs où on voit dans leur regard cette détresse. Ces personnes portent en elles une détresse extrêmement lourde. Mais j'étais à des années-lumière, au début de mon engagement, de comprendre ce qu'il y avait derrière, des motivations de ces départs. Je voyais bien le risque dans lequel ces gens étaient, connaissant bien la mer. Et je faisais face à une situation un peu absurde que mon cerveau avait du mal à comprendre. Et voilà, je trouvais que c'était, vraiment, mais boucler cette boucle est extrêmement importante et vous l'avez fait avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie. C'est une super chose. J'ai passé un mois sur l'Ocean Viking. Antoine était sur l'Aquarius, mais c'était la même ONG qui opérait, SOS Méditerranée. On a fait 3 sauvetages, ils se sont entre guillemets tous bien passés, c'est-à-dire que les gens ont été sauvés et rapatriés à bord sans que personne n'aille à la mer à un moment ou à un autre. Vous avez sans doute vécu des situations plus compliquées, ça ne se passe pas toujours comme ça. Oui, même quand il fait beau, ça ne se voit pas trop là, mais les sauveteurs sont très stressés. Parce que l'embarcation, on le voit d'ailleurs sur les images, les premières images tournées depuis l'avion, on le voit bien, l'embarcation est très fragile, elle bouge comme ça, parce que le plancher en bois est pas très bien assemblé. Et il suffirait, comme c'est un bout de plastoc rassemblé avec du bois, avec 150 voire 200 personnes à bord, la moindre étincelle, la moindre vague un peu plus élevée que les autres, s'il y a un mouvement de foule à l'intérieur, et tout de suite le bateau peut se briser, il y a un boudin qui peut se percer, il y a de l'eau qui peut rentrer par le tableau arrière. Si des gens commencent à se battre parce que leur instinct de survie prend le dessus sur leur lucidité, des gens peuvent tomber dans l'eau. Et ça peut arriver avant que les sauveteurs arrivent, et ça peut aussi arriver surtout au moment où ils arrivent. Ça crée un mouvement, et ce simple mouvement peut déstabiliser le maigre équilibre que le bateau a pu trouver. Il y a des images qu'on n'a pas vues, c'est les bateaux en bois, qui sont aussi des bateaux très instables, avec en plus beaucoup plus de gens à bord. Nous, on a fait un sauvetage, moi, quand j'y étais, avec plus de 700 personnes sur l'embarcation en bois. Ça peut aller jusqu'à 1000, avec forcément plusieurs centaines de gens à l'intérieur. Il existe des images où ces bateaux ont chaviré, parce que, en perdant leur stabilité, parce que les gens montent sur le pont pour être évacués, et du coup, les poids se retrouvent plus haut, s'inversent, et les bateaux se retournent. Il y a plein de gens à l'intérieur qui restent coincés, et là, les sauveteurs sont totalement dépassés. Vous racontez beaucoup de scènes comme ça dans ce livre. Vous avez aussi, après, occupé au sein de SOS Méditerranée des fonctions à terre et assisté au blocage justement des Européens. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe et comment on réussit à débarquer ces gens ensuite en Europe?
Bon, il y a eu la période où ça se passait bien, et après, ça n'a pas duré longtemps. Ça s'est dégradé. L'Aquarius a lancé sa mission, donc c'était le prédécesseur de l'Ocean Viking qu'on voyait sur les images, a commencé sa mission autour de début 2016, où on était plutôt bien accueillis, parce que les gardes-côtes italiens, qui faisaient un travail phénoménal, étaient débordés. C'était une année exceptionnelle, il y a eu plus de 180 000 personnes secourues en haute mer, une par une, comme ça, comme on l'a vu sur les images. Donc les ONG étaient plutôt perçus comme en renfort, même si on devait quand même prouver qu'on était à la hauteur de l'exigence de cette difficulté opérationnelle. Mais au fur et à mesure, le contexte politique a changé, en Europe globalement, mais surtout en Italie, avec au début la crainte du gouvernement de l'époque, la crainte de voir l'extrême droite monter, sous le joug de Matteo Salvini, et de gagner les élections nationales à la mi-2018. Et donc dès 2017, le gouvernement a tout fait pour rassurer l'électorat en disant « vous inquiétez pas, nous aussi on s'occupe de la migration ». Et c'est là qu'a commencé la mise en place du MRCC, enfin du Centre de coordination de sauvetage en Libye, les financements des gardes-côtes libyens. Ils ont donné des équipements aux gardes-côtes libyens, donc les gardes-côtes libyens sont montés en compétences et en efficacité d'action, alors qu'avant ils étaient quasiment absents. Et pour nous, on a commencé à nous mettre des bâtons dans les roues, on nous mettait des mises en examen, on nous contrôlait le bateau des jours entiers pour rien, voire on nous bloquait. Il y a un équipage qui a été carrément... Enfin, son bateau a été séquestré et l'équipage s'est retrouvé en procès quelques semaines plus tard. On a dû signer une charte pour prouver qu'on faisait tout bien dans les ordres et que la situation n'était pas aussi anarchique que les médias le laissaient croire. Et puis est arrivé un moment, quand Matteo Salvini est arrivé au gouvernement comme ministre de l'Intérieur en charge des questions migratoires, où là, ça a été la bascule. Les ports italiens ont été fermés aux ONG, même pour faire une simple escale, et pas seulement, fermés aussi aux cargos. Il y a des cargos qui avaient secouru des migrants, ça arrive fréquemment. Il y a un bateau qui s'appelait le Maersk Alexander qui est resté, je crois, 15 jours avec plus de 100 migrants à bord qui est resté au large de la Sicile. Ils ont même empêché l'accès aux bateaux italiens, de l'armée italienne, qui ont été coincés au bord. Alors la Matteo Salvini est en procès pour cette raison, mais donc ça a été une bascule radicale. Les autres pays européens étaient mollement solidaires, mais ils n'avaient plus trop le choix, parce que juridiquement, ils étaient quand même obligés de les aider. Et en fait, bon, Matteo Salvini n'est plus au gouvernement, les choses sont revenues dans un cadre un peu plus raisonné, on va dire, mais on n'est pas encore sorti de cette posture extrêmement précautionneuse de la part des gouvernements, que ce soit italiens ou européens, vis-à-vis des migrants, et de tous les aidants des migrants. Les migrants étant le bouc émissaire, les aidants étant intégrés à ce phénomène que personne ne veut comprendre et que les gouvernements ne veulent pas expliquer mieux. Et donc on a toujours aujourd'hui, quand l'Ocean Viking fait un sauvetage, même s'il le fait en coordination avec les autorités libyennes et maltaises ou italiennes, eh ben, il va rester en mer pendant des jours, il va attendre, je ne sais pas combien de temps tu étais resté toi en mer. Moi j'ai fait un mois sur l'eau. Et après le sauvetage, il négocie pendant des jours. On est resté, alors on a eu les deux premiers sauvetages, on a débarqué les gens très vite en fait ensemble, c'était à 2 jours d'intervalle. Et le troisième sauvetage, on est resté bloqué une dizaine de jours, parce que là ça bloquait. Voilà, c'est vrai que du coup, quand on est sur l'eau pour l'équipage, on ne sait pas forcément toujours qui bloque, pourquoi ça bloque, mais peut-être qu'Antoine, qui a fait aussi des négociations, peut dire plus. En fait, c'est même pas des négos, on attend. Moi, j'aurais aimé faire des négos parce qu'au moins, on peut faire d'égal à égal dans une salle. Mais en fait, on attend et le droit maritime est assez flou parce qu'il n'est pas conçu pour ça. Le droit maritime, il est très terre à terre, il est très efficace. Il y a des gens qui sont en danger, on fait tout pour aller les secourir. Mais si les gens en charge du secours n'ont pas envie d'aller les secourir, eh ben, le droit, il n'a pas prévu ça. Parce que le droit, il fait en sorte d'ordonnancer et de hiérarchiser les priorités pour que chacun se mette à sa place. Mais si le truc central dit non, j'ai plus envie de le faire, ça ne marche plus. Donc en fait, tout le monde est dépendant de la bonne volonté des États qui sont responsables légalement de ces sauvetages. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on voit ces bateaux humanitaires, ils ont débarqué des personnes en Italie, à Malte, ça on le sait. Ils sont déjà allés jusqu'en Espagne parce que ces ports-là ne voulaient pas s'ouvrir. Et on n'a jamais vu un bateau arriver en France depuis 2015, à ma connaissance. Est-ce que vous savez pourquoi et comment on peut expliquer ça ?
Alors déjà, les ONG veulent pas trop, parce que ça ferait ce qu'on appelle un précédent, où si la France, parce que déjà, on ne peut pas y aller tout seul, il faut que la France accepte, on ne peut pas se pointer dans un port en France et débarquer des rescapés, le bateau serait séquestré tout de suite. Et, Pourquoi? parce qu'il est interdit d'arriver dans un port sans qu'on nous y autorise, comme un avion n'a pas le droit d'atterrir quelque part sans qu'on l'autorise, sauf extrême urgence. Mais, et comme donc, on a obligé d'avoir le consentement de l'État. Donc ça dépend du gouvernement français. Pourquoi le gouvernement français ne veut pas? Parce que s'il le fait, ah bah là tout de suite l'Italie va se dire ah bah c'est bon, si la France le fait, j'ai plus à le faire. Et donc systématiquement ils vont renvoyer la balle à la France et la France va se retrouver elle-même dans le jeu des négociations entre Malte, qui sont aujourd'hui plutôt entre Malte et l'Italie, voire même en intégrant la Tunisie. Donc le gouvernement fait tout pour esquiver le truc. Alors quand on avait été rejeté par Matteo Salvini en 2018, alors toute la presse française s'était excitée à se dire ah l'Aquarius se dirige vers la France. Bon, en fait c'est juste qu'on était en train d'esquiver une tempête, mais la Corse avait dit... Et on se rapprochait de la Corse, et effectivement l'Assemblée corse s'était dit ah oui, nous on les accueille parce qu'on n'aime pas le gouvernement français, donc on veut bien faire, puis il y a quand même une solidarité forte en Corse. Mais bon, nous on était là, oui ok les gars, mais nous on ne peut rien faire, c'est pas nous qui choisissons. Mais j'ai appris après que le ministère de l'Intérieur s'était préparé. Ils avaient préparé une procédure, du matériel, et l'équipe de la préfecture de Marseille s'était préparée à accueillir les 600 et quelques personnes. Dernière question avant d'ouvrir la discussion à la salle. Vous êtes ensuite engagé plus en politique. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Est-ce qu'il y a moyen d'être actif, de changer les choses? On a vu les blocages un petit peu au niveau de l'appel d'air. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Que la politique, c'est un champ d'action qui est beaucoup plus large qu'on ne le croit. Ça ne se résume pas à 3 pelos sur un banc rouge à l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'image qu'on a du monde politique, et c'est pour ça que beaucoup de gens n'y adhèrent plus vraiment. Mais non, la politique, c'est beaucoup plus large que ça. Alors moi, je suis sur un segment qui est peut-être qui est un peu considéré comme le cœur du réacteur. Là, je travaille récemment sur la campagne présidentielle. Mais le simple engagement d'un citoyen, même dans une association, c'est en soi assez politique comme action. Ce que vous faites là, c'est un peu politique, même si je ne remets pas en cause votre professionnalisme de journaliste, mais il y a quand même un brin de politique là-dedans. Et évidemment, il faut que tout ça puisse converger vers des prises de décision publiques qui aillent dans le bon sens, dans le sens des valeurs humanistes de base, qui sont aujourd'hui totalement dévoyées. Moi, ce qui m'a motivé de partir de l'humanitaire, et ce qui m'a fait dire que le monde politique, au sens très large, mais après de se rapprocher de la prise de décision et de là où est le pouvoir, où est concentré le pouvoir, c'est qu'en fait, tous ces problèmes-là que l'on voit, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en Libye, que ce soit en Afrique subsaharienne, pour d'autres raisons que celles qu'on a en Centrafrique, la situation des ONG, les naufrages en Méditerranée, l'accueil désastreux des migrants en France, tout ça n'est que la résultante de décisions de personnes. C'est pas le droit, c'est un bout de papier, on peut le changer. Vous parliez des décisions de l'OMI, de l'Organisation maritime internationale, où en fait le document n'existe pas. Ben non, parce que c'est des gens autour d'une table qui se sont dit bon maintenant c'est bon, go. La Libye peut s'en charger. C'est juste des décisions de personne à personne. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas juste en fait essayer de se débrouiller pour que ces personnes prennent les bonnes décisions ou à défaut de les remplacer, quoi. On voit ces députés, ce rapport où il y a 400 pages vraiment de connaissances, un gros travail, une trentaine de recommandations, et à la fin il en reste rien, on peut dire quasiment rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors quand on connaît bien la machine parlementaire, on sait que ces rapports, dès qu'on commence à écrire les premiers mots, on sait très bien que ça ne va pas servir à grand-chose, à part peut-être faire un coup médiatique pendant 2 jours, s'il y a vraiment un gros buzz, comme c'était le cas du scandale sur le cabinet McKinsey il y a quelques jours. Mais tout le monde va oublier dans 2 semaines. Sébastien Nadeau est un député d'opposition, qui est un peu solitaire en plus. Stella Dupont, députée En Marche d'Angers, très sensible aux questions migratoires, est minoritaire en sein de la majorité. Elle fait partie de l'aile gauche de la majorité qui est complètement écrasée par l'aile droite. En fait, après, tout est question tout ça reste assez rationnel, mine de rien, la politique. Quand on voit ça, on se dit, le mec, il fait 400 pages, il bosse comme un dingue, avec les administrateurs de l'Assemblée qui sont très efficaces. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'a pas assez de pouvoir. S'il avait du pouvoir, ce rapport aurait fait quelque chose. Mais le fameux truc de communication de la Commission européenne que vous montriez, ou du Conseil européen, on peut se dire que c'est un peu bullshit, mais parce qu'eux ont le pouvoir, il se passe des choses derrière. Et vous montriez
En fait, ça vient d'un truc qui s'appelle le EU Trust Fund for Africa, qui est en fait 4,5 milliards d'euros. Vous disiez que c'était 80 millions d'euros pour les camps libyens. Pour les camps en libyens, fait, c'est pour ça que c'est intégré, c'est un truc intégral, c'est que c'est un truc monstrueux qui finance tout un tas de trucs en Afrique du Nord pour sécuriser les frontières entre pays africains en Afrique du Nord, ce qui est complètement délirant parce que les pays africains ont plutôt vocation à ouvrir les frontières pour faciliter le développement économique. Et l'Europe arrive avec son argent en disant non, on va fermer les frontières parce qu'on ne veut pas que les migrants passent, au détriment du développement économique des pays. Bref, mais tout ça pour dire qu'à un moment, il faut pas tourner autour du pot. Comme les décisions sont prises par des personnes qui ont du pouvoir, il faut aller saisir ça c'est mon truc à moi, il faut aller saisir le pouvoir. On est dans une démocratie, le pouvoir se saisit par les urnes in fine, mais avant tout par le travail culturel, par l'adhésion populaire, par la persuasion. Et vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas désabusé. Vous pensez qu'on peut encore agir et qu'on peut faire évoluer les choses? J'ai tendance à dire, c'est un peu facile, mais que je suis un peu une génération condamnée à l'optimisme, au sens où qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ne rien faire serait pessimiste et serait déchanté et décliné. Donc je crois que l'action est un peu la seule échappatoire possible à ce monde qui semble impitoyable et en dégradation constante, malheureusement. Mais, donc agir, c'est, voilà, pour moi, travailler à travers les tissus associatifs, dans les collectivités locales, par le travail journalistique, par l'art, tous les canaux qu'on a à notre disposition, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, que ce soit à l'échelle d'une petite asso de 4 personnes ou d'un État qui est un peu une sorte d'association à l'échelle d'un pays, on peut faire avancer les choses. Ce que vous montrez là, c'est important à ce sens-là, parce qu'on acculture les gens à la réalité derrière le parcours migratoire, et l'empathie qui peut être générée à partir de cela peut redonner au statut de réfugié, enfin au droit d'asile, tout le mérite, toute l'estime qu'on est censé lui octroyer, et à côté de comprendre que les gens qui ne sont pas légitimes à l'asile, on peut quand même se permettre de les accueillir dignement et de leur offrir un avenir désirable, parce qu'on en a largement les moyens. Le tout est de se coordonner pour cela. Voilà. Vous avez peut-être des questions pour Antoine Laurent, ou pour Mamadou, pour nous, si vous voulez reparler de la pièce, d'une manière ou d'une autre. Sentez-vous libre. Hein. On peut aussi aller boire des. On va aussi aller boire des coups. On peut aussi aller boire des coups très rapidement et discuter tranquillement. Oui. Tu ne bouges pas. Oui. Comme vous voulez. C'est trop tard. C'est trop tard, ça a commencé. Vous m'entendez mieux? Ça marche? Ouais, c'est bon. Voilà. Ok. Déjà, merci beaucoup pour votre travail, votre engagement et tout ce que vous avez réalisé depuis ces dernières années. Je suis assez émue, désolée par tout ce que vous avez présenté. Et j'avais une question de nature un peu plus... tout est de nature politique, mais de nature politique très actuelle. Je me demandais si vous aviez un avis sur le fait qu'il y ait eu un élan très global et de solidarité très forte, que ce soit économiquement, socialement, humanitairement, pour les réfugiés d'Ukraine, et qu'il n'y ait pas eu ce même élan pour les réfugiés libyens, afghans, maliens, pour tous les réfugiés d'Afrique en fait. Comment on peut expliquer ça politiquement, qu'il y ait cette adhésion générale pour un pays et pas pour les autres? Moi je réponds, c'est moi. C'est moi là. Non, très peu d'éléments de réponse. Juste pour vous donner un élément sur ce que nous on a pu faire quand on a écrit ce spectacle là depuis un mois non-stop continu avant de jouer à la première il y a 2 jours, mais du coup on a eu cette question débarquer dans l'actualité, on ne pouvait pas l'ignorer et on a beaucoup cherché comment raconter ça. Donc on avait écrit tout un truc qui avec le recul n'était pas terrible sur ça justement, comment est-ce qu'on peut saisir ça, l'Ukraine, la différence de traitement, du coup c'est quoi, c'est du racisme, évidemment que c'est du racisme, mais bon c'est les Noirs qui s'est bloqué aussi à la frontière ukrainienne. C'est difficile. Et donc ce qu'on a fini juste par trouver d'intelligent à dire, c'est de mettre plutôt ces images de Centrafrique pour raconter que la différence au-delà du racisme qui est structurel, mais la différence, c'est la différence de temporalité, c'est que là, dans ce cas-là, il y a eu des frappes aériennes ou un conflit qui démarre et 48 heures plus tard, vous pouvez être en Pologne. Et donc, c'est difficile je ne vois pas qui va aller nier un statut de réfugié à quelqu'un qui vient d'arriver à 48 heures en Pologne, etc. Et qu'on voit avec Adelph, notamment, qui est notre personnage qui nous est cher, mais que quand
quand il y a 9 ans entre le début d'une guerre et l'arrivée dans une zone comme ça, c'est plus facile de ne pas voir ça. Voilà. C'est notre modeste réflexion sur cette question et on a essayé de saisir un truc un peu juste à dire sur l'Ukraine, mais c'est difficile. Je ne sais pas si tu veux... Mais je peux compléter. C'est vrai que, alors, il y a un caractère raciste que j'avais essayé de rationaliser bien avant la guerre en Ukraine, de se dire l'empathie qui manque vis-à-vis des migrants qui partent d'Afrique et qui traversent la Méditerranée, c'est qu'effectivement on les considère pas suffisamment comme nos semblables et que donc les secourir n'est pas aussi impératif que ça ne le serait pour quelqu'un en détresse quelque part ici. Donc il y a un côté raciste derrière là-dedans, c'est clair. Et parce que les Ukrainiens sont blancs et de culture européenne, judéo-chrétienne, machin. Alors il y a un autre truc que je me suis dit, alors c'est peut-être faux, c'est de la philosophie de comptoir, mais c'est que le conflit ukrainien, il est simple à comprendre. Même si c'est évidemment complexe comme n'importe quel conflit, mais pour quelqu'un qui regarde un JT de TF1, c'est assez simple à comprendre. Il y a le méchant Poutine, il y a les gentils européens, enfin les gentils occidentaux. Alors que quand quelqu'un est victime du changement climatique autour du lac Tchad, qu'il est victime de Boko Haram, qui n'a fait que profiter d'une peur ambiante, de la sécheresse et d'un conflit entre les Peuls et je ne sais pas quel autre truc, qui va migrer vers je ne sais pas quelle ville du golfe de Guinée, et puis ces enfants qui sont là depuis, enfin, qui, je sais pas, de 10-15 ans, qui dépriment parce qu'ils n'ont pas d'avenir, ils voient que tout le monde est au chômage, tout le monde est pauvre, ils vont partir, ils vont essayer d'aller travailler au Mali, puis ensuite en Algérie, puis ensuite ils vont se faire alpaguer en Libye, ils vont être esclavagisés là-bas pendant des années, ils vont se retrouver sur un bateau, ils arrivent en France, ils mettent encore des semaines à arriver jusqu'à, enfin, en Italie, ils mettent des semaines à arriver jusqu'à la porte de la Chapelle, et puis là encore c'est la galère, et on ne sait pas quoi faire d'eux. Et bien cette personne qui se retrouve en face de nous, on ne la comprend pas en fait. Alors que les Ukrainiens, on les comprend mieux, je pense. Et que donc l'empathie que moi je pense peut être développée chez n'importe qui, même le plus xénophobe est capable d'être empathique envers quelqu'un, à partir du moment où il le considère comme un semblable, et à partir du moment où il comprend pourquoi ce gars est en détresse, ou cette fille. Voilà, c'est un peu simpliste ce que je raconte, mais je pense qu'il y a un peu de vrai dedans. Est-ce qu'il y a une autre question? Autre thème? Il y en a là-haut. Il y en a là-haut, Marjo. Marjo, il y a une question. Ah pardon, Encore une. juste une brève incise. C'était pour dire aussi quel pourrait être le statut de cette discussion, où en fait, à partir du moment où on rentre dans des discussions comme ça complexes, je pense qu'il faut que vous vous sentiez autorisé aussi à dire vos propres hypothèses, en fait. Au sens où je pense qu'on est d'accord que vous avez fait le travail que vous deviez faire, mais qu'il n'y a pas de position de magistère au-delà de ce qui est montré, et que donc là on rentre dans des grandes discussions, des grandes questions, et que donc sentez-vous autorisé aussi à exprimer vos points de vue, à dire vos propres hypothèses sur les questions qui sont abordées en fait, parce que je pense qu'on a tous besoin d'examiner sérieusement ces points que vous soulevez. Et nos forces à nous n'y suffisent pas. Surtout après 2 heures. Ah, bah déjà, merci pour ce très très fort reportage. Moi, je voulais juste amener aussi, donc là on voit la Centrafrique, on voit les gens qui fuient des conflits armés. Il y a aussi pas mal de gens, notamment de femmes, qui fuient autre chose que des conflits armés. Et le souci de ces personnes, c'est qu'en plus, elles ne sont pas éligibles au statut de réfugié, parce que la Convention de Genève protège des États et ne protège pas de ce qui se passe dans les familles. C'est des gens qu'on trouve sur les bateaux, c'est des femmes qu'on trouve en France et qu'on accompagne aussi. Voilà, donc c'était juste pour souligner aussi ça et la difficulté de ces personnes-là, et voilà, qui ne rentrent pas exactement dans les mêmes cases, et qui sont aussi des choses importantes à montrer, quoi. Fait qui est souligné d'ailleurs dans le fameux rapport parlementaire. Et c'est vrai que moi, sur l'Ocean Viking, je pense qu'Antoine aussi, on croise beaucoup de cas comme ça, de personnes qui ne... Des fois, c'est juste Enfin, je me souviens d'une femme qui était juste qui voulait juste fuir un mari violent. Alors, je ne sais pas si juste oui. est le mot le plus... Oui, mais par rapport à la guerre, enfin bref, mais vous avez raison. Voilà. En fait, la violence dans la famille, c'est déjà une forme de guerre, en fait. Exactement. Et elle avait réussi à prendre la fuite, justement, et à rejoindre ces réseaux qui l'ont emmenée jusqu'en Libye. Elle est partie avec un enfant et elle en avait laissé 2 sur place. Et c'était un drame absolu d'imaginer qu'elle avait abandonné
les personnes. Voilà. Le mot juste n'était pas bon. Non, moi j'avais plus une question sur la colonisation et la culpabilité qu'on pourrait ressentir et votre avis là-dessus, puisqu'on a, si on décolle d'une perspective historique, on a une responsabilité somme toute assez récente aussi dans la situation actuelle. C'est pas une notion qui apparaît dans votre travail, mais c'est évident parce que on peut pas tout mettre et voilà. Mais est-ce que c'est quelque chose, c'est un lien qui vous apparaît pertinent, intéressant C'est un Vous lien. avez 4 heures. Oui. C'est pareil. Je pense qu'Antoine pourra peut-être répondre aussi de son point de vue. Quand on travaille en Centrafrique, c'est des questions qu'on se pose. Et oui, il y a, très clairement, ça pose des gros problèmes. Enfin, voilà, encore aujourd'hui, la décolonisation est difficile. Et en même temps, quand la France est intervenue, juste après qu'on ait diffusé ces images, après le pays est vraiment parti en guerre civile, il y a une opération française. On a accusé la France de vouloir faire du néocolonialisme en intervenant une nouvelle fois. Et je pense qu'il y avait des raisons humanitaires qui étaient assez légitimes et que finalement, on peut aussi avoir des bonnes raisons parfois d'intervenir et ça a plutôt pacifié les choses. Et en même temps, c'est des pays qui sont très compliqués à comprendre. La Centrafrique, par exemple, tout l'ouest du pays s'était tenu à la fin par des Ougandais qui dépendaient des Américains, qui étaient là sur place. Il y avait... quand je me suis promené dans certaines zones, des fois 9, 10 groupes armés, on ne sait jamais trop pour qui ils travaillent. Et quand il n'y a plus de colonisation, il y a aussi cette espèce de vide, donc ça interpelle aussi. Et puis les Français ont fini par partir, même les Américains avec les Ougandais, ils sont partis. Et puis les Russes et les Chinois sont arrivés à leur tour, et finalement, le vide, il n'est pas forcément toujours comblé par du mieux. Donc moi, je n'ai pas de réponse absolue à ça. Je ne vous dis pas qu'il faut repartir en Centrafrique et remettre des moyens pour la France et pour l'Europe, mais c'est vrai que tout ça interpelle et les solutions et la capacité du pays à prendre lui-même sa propre destinée n'est pas toujours évidente. Voilà. Vaste sujet, effectivement. Bon, moi, quand je fais des interventions auprès de scolaires, c'est un peu violent, mais je leur dis, bon, la migration, pour simplifier les choses, désolé de faire encore de la sociologie de comptoir, mais généralement, c'est des gens qui se sentent en insécurité quelque part, quelles que soient les raisons d'insécurité, pour essayer de se retrouver quelque part ailleurs où ils se sentent en meilleure sécurité, voire même ils peuvent retrouver espoir. Donc c'est une inégalité entre deux régions, ou entre deux populations, parce que ça peut même être au sein d'une même région, qui effectivement est largement façonnée par l'histoire. Et la colonisation, pour ce qui est de l'Afrique, a quand même une part de responsabilité monstrueuse, ça c'est indéniable. Ça c'est une première chose. Après, il y a un autre truc, c'est sur le dilemme de la culpabilité de notre génération. Alors ça c'est un gros truc, j'ai besoin d'échanger beaucoup plus avec des psychologues pour voir comment on peut sortir de là, parce que la question vaut aussi pour les questions climatiques et écologiques. Je crois qu'il y a une première chose, c'est d'assumer le passé, non pas en disant que c'est de ma faute, désolé, je m'auto-flagelle, on respecte la vérité de l'histoire. Première chose, parce que si on n'est pas transparent sur l'histoire, jamais on arrivera à avoir une conciliation générale entre non seulement les gens issus de l'immigration déjà en France, et puis de toutes les personnes qui aujourd'hui subissent encore l'héritage d'une colonisation violente. Après, il y a la responsabilité actuelle des violences, et soit des raisons des départs, ou des violences commises le long du parcours. La France, l'Europe a encore une part de responsabilité. La Centrafrique, la France était critiquée. Tu fais un petit écho à la responsabilité de la France dans le conflit libyen. On a toujours effectivement une responsabilité, mais elle est loin d'être totale. Quand un vide se crée, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir s'engouffrer, et effectivement, c'est pas toujours mieux. Et je sais que les diplomates français qui sont en Afrique aujourd'hui sont toujours un peu frustrés de voir que la France se retire progressivement et laisse les Turcs, les Chinois prendre le relais, avec voire de manière carrément moins disante, même si leur analyse est un peu biaisée par ce fameux passé colonial, mais c'est pas toujours mieux. Et il y a quand même un truc que je peux raconter, c'est sur la Libye. C'est pas pour blâmer quelqu'un personnellement, mais les Libyens ont une part de responsabilité monstrueuse. Enfin, les violences commises d'homme à homme ou homme à femme
sont avant tout commises par des individus et leur responsabilité est immense. Ce qui me chagrine un peu, c'est que je sais pertinemment que les services secrets français ou américains savent parfaitement ce qui est commis là-bas, qui les commet, où, quand, etc. Ils savent tout. J'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui travaille au ministère de l'Intérieur. Il m'a dit les notes de la DGSE sont d'un détail hallucinant. Ils savent tous les noms des familles, des tertionnaires, ils savent tout. Et j'avais discuté une fois avec un militaire avec qui j'avais demandé bêtement, avec ma pauvre naïveté, mais pourquoi vous n'essayez pas un minimum de maintenir l'ordre là-dedans, parce que c'est une boucherie. Il me dit, ce qu'on appelle dans le métier le troops on the ground. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre en Libye, ça mettrait un bazar pas possible, donc ils savent tout, mais ils peuvent rien faire. Parce qu'il y a des enjeux géopolitiques monstres. Et en fait, le sujet migratoire en Libye n'est qu'un truc parmi tout un tas d'autres choses. Les enjeux énergétiques, la prise en main de l'islamisme, etc., la Turquie qui essaie de prendre la main sur la Méditerranée orientale, etc. Donc en fait, ces problématiques géopolitiques qui ont façonné l'histoire et qui expliquent une partie du processus colonial, perpétuent, enfin continuent avec d'autres formes, mais les complexités sont toujours aussi fortes. Moi, je voudrais remercier pour le travail que vous avez fait, qui est très bouleversant, parce que même si, par exemple, personnellement, je connais beaucoup de récits, j'ai entendu beaucoup de récits de gens, d'amis qui sont passés par la Libye, et je connais aussi beaucoup d'amis qui ont perdu quelqu'un en Méditerranée ou entre la Mauritanie et sur l'Atlantique aussi. Donc vraiment, merci pour ce travail, parce que même si on a déjà entendu ces récits, les images, pour le coup, quand elles sont présentées comme vous l'avez fait, c'est-à-dire quand ce n'est pas simplement des images qui tournent en boucle à la télévision, parmi d'autres images, ça prend une autre dimension. C'est vraiment, je trouve que vous avez quand même inventé là quelque chose qui nous permet de regarder ces images en les partageant, et donc en sachant pourquoi elles sont là. Alors que quand elles sont à la télévision, au fond, personne ne sait pourquoi elles sont là, ni à quoi elles vont servir. Et souvent, elles servent mal, en fait, comme vous l'avez aussi rappelé. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que quand même, du point de vue de la discussion telle qu'elle a commencé, je voudrais dire aussi qu'il faut parler absolument, pas simplement du passé, mais de ce qui a lieu aujourd'hui et de pourquoi ça a lieu comme ça. Parce que, par exemple, il faut se poser la question pourquoi les gens passent par la Libye puis ensuite traversent la Méditerranée dans ces conditions. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc d'où ça vient, ça? Ça vient d'un point dont nous sommes responsables, nos États sont responsables. Ça vient du fait que, tout simplement, les visas ont été supprimés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, dans n'importe quel pays d'Afrique, on n'obtient pas de visa. Même si on en demande, on n'en obtient pas. Donc là, on a une responsabilité directe, et s'il est question de politique, il y a une action très précise à faire, qui est de demander que les visas soient rétablis, que les gens puissent venir avec des visas. En outre, quand les gens venaient avec des visas, c'était des visas de 3 mois, ensuite ils restaient, donc on n'était pas dans une situation différente d'aujourd'hui, où les gens arrivent, ils demandent le statut de réfugié, ils sont refusés, mais ils restent, parce qu'il n'y a pas de toute façon d'autres moyens pour eux de faire. Et d'autre part, ils restent aussi pour une raison qui ne peut pas ressortir du travail tel que vous l'avez monté, mais qui est aussi une raison du monde contemporain, qui est que dans des pays comme les nôtres, on fabrique des sans-papiers. Et on a besoin d'eux pour un travail qui est un travail absolument coupé de tous les droits du travail. Donc ça, c'est un deuxième point. Si le CESEDA n'existait pas, les gens pourraient travailler si on leur donnait l'autorisation de travailler. C'est ce qui se passe pour les Ukrainiens qui arrivent. Donc
par rapport à la question posée tout à l'heure sur pourquoi on accepte les Ukrainiens et pourquoi ce statut possible, qui est de donner l'autorisation de travail, d'inscrire les enfants à l'école, d'avoir accès aux droits sociaux, pourquoi ça n'existe pas pour les autres? Moi, je pense qu'il faut dire tout simplement que ça doit exister pour les autres. Que puisque ça peut exister dans un cas dramatique comme celui de l'Ukraine, pourquoi ça n'existerait pas pour des gens dont les raisons de venir sont tout aussi dramatiques? C'est pour ça que rajouter le Centrafrique, comme vous disiez, c'était important. Mais une femme qui doit fuir le pays en même temps qu'elle fuit son mari, c'est pas une situation semblable à celle d'ici. Parce que la vérité, c'est que pourquoi elle est obligée de fuir le pays? Parce qu'elle n'a pas dans le pays de moyens de rester tout en fuyant son mari. Donc ces choses-là, il faut les connaître et je me disais, après avoir vu votre travail, que peut-être un prolongement de ce travail qui serait quand même très beau, ça serait de donner absolument la parole aux gens qui sont ici, qui sont arrivés, qui ne sont pas morts en Méditerranée, pour qu'ils disent pourquoi ils sont ici, qu'est-ce qui les a fait partir, pourquoi ils sont ici. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on a besoin d'entendre aussi. On a besoin d'entendre la parole des hommes et des femmes qui arrivent et de comprendre en face à face d'une certaine manière pourquoi ils sont là, pourquoi c'est vital pour eux d'être là et pourquoi par conséquent il faut leur faire une place, tout simplement. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Tu veux parler? Ça va? Eh ben... Oui. Qui êtes-vous, monsieur? Tout à l'heure, après. Sur ce truc de colonisation, je trouve que l'exemple de dire pourquoi est-ce que les services secrets français n'interviennent pas pour écarter des Libyens mafieux enfin, on pourrait déjà commencer par ne plus les financer. On pourrait déjà commencer par faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce ne soit plus possible. On pourrait, d'un point de vue financier et industriel, se débrouiller pour que des entreprises françaises ne soient plus dans les finances de réseaux mafieux, d'États criminels. Avant l'intervention militaire, il me semble qu'il y a des mesures décoloniales puissantes autres. Oui, je pense que c'est pour compléter le volet responsabilité actuel, c'est qu'effectivement, c'est de faire toute la transparence, que ce soit de manière administrative mais aussi culturelle, sur les conséquences de notre mode de vie, sur le mode de vie d'autres gens à travers le monde, le portable qu'on a dans sa poche, d'où viennent les matériaux qui sont dedans, la bague en or qu'on a autour du doigt, d'où elle vient, etc. Et là, si on commence à avoir une idée sérieuse de comment on s'habille et comment on mange, je pense qu'on on va se poser de sérieuses questions sur notre responsabilité de la migration. Dernière question, vous voulez... Ouais. C'est juste, je ne sais pas si vous savez, enfin du coup on dit, vous dites que du coup il y a des personnes, que l'Union européenne a pris la décision de financer les gardes-côtes libyens, de financer ces camps, mais qui... Est-ce que vous avez concrètement des... je ne remets pas votre travail en question, c'est pas du tout une remise en question, c'est plutôt pour moi m'informer et savoir qui sont ces personnes qui se sont dit je vais prendre la décision de financer un État criminel qui commet des crimes de guerre, qui commet des crimes contre l'humanité et on va le financer ouvertement. Qui a fait ça et pourquoi ce n'est pas remis en cause sur la sphère publique? Pourquoi les médias ils ouvrent pas le débat là-dessus? Pour moi c'est incompréhensible qu'il y ait des choses comme ça qui soient pas... je comprends pas, c'est trop gros en fait. Alors déjà, d'un point de vue purement tuyauterie, il y a plusieurs canaux d'atterrissage de l'argent en Libye. Il y a l'UNHCR, l'USAID, tous les trucs internationaux. L'ONU étant un
peu une caution internationale des États. L'ONU est au service des États, ça faut quand même l'avoir bien en tête. C'est pas une agence bienveillante, elle est au service des États, et c'est un peu la caution peaceful thinking des États. Enfin, moi, c'est comme ça que je le résume. Et je disais choquant sur les vidéos de surtrafic, parce que quand je vois les casques blancs en train de prendre des photos, alors qu'il y a le gars qui est complètement égorgé, qui est porté par ses collègues du village, c'est quand même assez choquant. Là, il y a aussi donc l'Italie, je disais, qui a financé la formation des gardes-côtes libyens, qui leur a filé des bateaux, des armes et tout un tas de trucs. Et c'est surtout l'Union européenne, par ce fameux European Trust Fund for Africa, de 4,5 milliards d'euros, donc quelques dizaines de millions en Libye, décidé par le Conseil européen, via la tuyauterie de la Commission européenne. Et le Conseil européen, ce sont les États. Le Parlement européen, généralement, qui est plus à gauche que la moyenne en Europe, il s'est opposé, etc. Donc, mais bon, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc, et c'est sous la responsabilité des ministères de l'Intérieur, et non pas des Affaires étrangères, parce qu'on considère que c'est un sujet de sécurité intérieure, en vérité. Et on le voit dans les derniers discours du président de la République, souvent, il met la question migratoire dans la question défense et sécurité. Et tout ça n'est que la résultante. Moi, la façon dont je le résume, c'est parce que la plupart des gouvernements européens aujourd'hui sont pas d'extrême droite, sont des, je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais sont plutôt démocrates et républicains pour la moyenne. Mais tout ça est façonné par la peur de voir l'extrême droite monter. Et la façon dont j'essaie de l'expliquer, c'est que le phénomène migratoire est expliqué dans notre société à tous les échelons par l'extrême droite, avec le récit de l'extrême droite et la lecture de l'extrême droite du phénomène. Et donc les réponses qui sont apportées sont faites à partir de ce diagnostic monté par l'extrême droite. Donc forcément, il est naze. Tenter de dissuader les migrants en faisant des formulaires de 4 pages à la CAF, ça vient de là en fait. Ça vient de l'idée de se dire que, ah oui, attends, l'extrême droite n'arrête pas de dire qu'on va se faire envahir par des gens qui ne cherchent qu'à nous rejoindre. Donc on va les dissuader avec des barrières, avec des formulaires impossibles, on va casser les aides sociales pour les migrants, etc. Et tout ça ne marche pas, et ça crée de la pauvreté, ça crée de l'errance, ça crée même de l'insécurité. Ça ne dissuade personne de venir, ça ne fait que rendre les routes encore plus dangereuses, ça donne de l'argent à des réseaux criminels. Donc c'est l'inverse de ce qu'on devrait faire. Et tout ça est basé sur une mauvaise lecture d'un problème qui est construit par l'extrême droite, par peur de voir l'extrême droite monter. C'est purement politique. Et est-ce que vous pensez que la manière dont le sujet est traité par les médias favorise ce climat, ou c'est seulement l'extrême droite qui a sa part de responsabilité? Non, si ce n'était que le problème aurait été réglé depuis longtemps, parce que ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, l'extrême droite. Ils ont un pouvoir culturel. Enfin, ils sont 5 députés à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas de ministre. Ils n'ont pas de pouvoir, l'extrême droite en France. Ils n'ont pas de mairie. Enfin, ils ont Perpignan depuis quelques mois. Mais, donc, évidemment, il y a une responsabilité collective, déjà, de la classe politique qui ne sait pas traiter le sujet de la bonne manière. La gauche a une part de responsabilité là-dedans aussi. La classe, les journalistes et surtout les rédactions, ça vous savez mieux que moi comment ça marche, je vous laisserai expliquer qu'il y a quand même une course à l'audience, et vous l'expliquez bien tout à l'heure que le sujet migratoire ne vend pas bien, sauf quand il y a quelqu'un qui s'émeut à brailler sur un plateau télé dehors les noirs. Et voilà, il y a une maltraitance intellectuelle du sujet par plein de gens qui fait que, comme je dis, l'extrême droite a le monopole du récit sur ce sujet. L'extrême droite a le monopole du récit, mais enfin ceux qui ont le monopole des actions, c'est pas l'extrême droite, comme vous l'avez dit vous-même, c'est pas l'extrême droite qui est au gouvernement. Et depuis des années, parce que ça, le discours qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, je suis désolée, c'est sous Mitterrand. C'est un discours de Rocard. Donc c'est les gouvernements qui sont responsables. Arrêtons de dire que c'est l'extrême droite qui est le diable derrière tout ça. Si ces positions n'étaient pas reprises par les gouvernements, si le gouvernement ne faisait pas le CESEDA, qui est la loi qui interdit aux gens d'avoir des papiers en France, on ne serait pas dans la situation où on est. Et les gens, c'est pas à l'extrême droite qu'ils obéissent, ou c'est pas l'extrême droite qui suivent, c'est ce que les gouvernements disent. Ça fait des années et des années que les gouvernements, tous, nous disent qu'il va y avoir un appel d'air, un afflux de gens, que c'est trop, qu'il y a trop de gens qui arrivent, etc. C'est quand même ça qu'on entend tous les jours. Et les médias, elles ne font que répéter ce que les gouvernements disent. Pardonnez-moi, mais ça me met vraiment entendre l'idée comme ça, que ça serait l'extrême droite qui serait... C'est pas vraiment ce que j'ai dit. Hein.
ce n'est pas de la faute de l'extrême droite, c'est de la faute de ceux qui ne savent pas. Oui, donc c'est de leur faute. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. On part des coups. Et l'extrême droite et le gouvernement font en sorte que nous fasse croire que c'est bientôt l'invasion générale, plus de travail, plus de pain. Non, mais l'idée, c'est quand même qu'on nous dit que les gouvernements ne traiteraient que par défaut et sous la pression de l'extrême droite, tu vois, alors qu'ils voudraient autre chose. Mais ça, c'est quand même très pénible à entendre. Non seulement ils ne traitent pas par défaut, mais ils traitent. Ils prennent des décisions. Et vouloir autre chose, ça ne vaut que par des actes, en fait. Donc, quels sont les actes qui prouveraient qu'on veut autre chose, en fait? Et on ne peut pas tout le temps invoquer le fait qu'on est intimidé par l'extrême droite. Tu vois, il y a quand même une espèce de... Donc, et après... Non, mais vraisemblablement aussi qu'il faudrait, mais ça c'est des grandes discussions, vous avez commencé à parler des termes, colonisation, etc. Il faudrait quand même regarder ce qui est profondément occulté et qui est l'impérialisme, enfin des choses comme ça, de structurelles en fait. Sur quoi repose notre existence, en effet, ce que vous avez dit, quoi. Un système d'exploitation, enfin... donc il faudrait regarder très, très sérieusement pour comprendre comment on en arrive à des montages sophistiques pareils. Mais bon, enfin, je pense il faudrait là entrer dans des grands examens systémiques en fait, et au fond regarder sur quoi l'humanité repose aujourd'hui en fait, et la nôtre en particulier. Moi, il y a une chose qui m'interroge beaucoup, c'est pourquoi les Allemands, quand même, ont une politique qui semble plus efficace que nous, que les Français, alors que c'est une société du même genre. Enfin, je veux dire, en gros, quoi. Et aussi avec un passé colonialiste, avec... Ils ont accepté un des décisions des personnes. Justement. Elle a fait un acte à un moment donné. Voilà, ouais. Oui. Il y a des vraies divergences, Antoine, quand on est dans la structure entre les différents États européens sur le traitement de cette question-là. Oui. Enfin, sur le sauvetage en mer, oui. Bon, le Malte et l'Italie sont en front line, donc ils n'ont pas le choix. Le Ocean Viking, le bateau d'MSF d'aujourd'hui, sont soutenus par la Norvège, parce qu'ils ne sont pas dans l'UE, ils sont un peu loin de tout ça, donc ils peuvent se le permettre. L'Allemagne, bon, je pense que je ne suis pas un spécialiste de la politique en Allemagne, mais en 2015, et du fait de l'histoire de l'Allemagne, l'intimidation que l'extrême droite parvient à faire en France n'était pas aussi forte en Allemagne. Et on l'a vu aux dernières élections, il n'y avait pas une seule fois le mot islam, où il parlait très très peu de migration aux dernières élections en Allemagne. Voilà, l'extrême droite n'a pas réussi ce combat culturel qu'elle a réussi en France. Donc Merkel a cru pouvoir se sentir capable de faire valoir ses valeurs humanistes. Bon, elle s'est pris un taquet dans la foulée, mais... Je trouve que c'était assez touchant, les images d'immigrés en Allemagne qui accueillaient des Ukrainiens pour le coup, dans le genre plutôt petit. Parce qu'ils se sont beaucoup mobilisés pour accueillir. Mais l'eau n'a pas été dénazifiée. Dernière question peut-être, et puis on va boire des coups après, on peut finir tranquillement autour d'un verre au bar. Moi, non, pas sinon. C'est une question qui c'est pas exactement ce qu'on était en train de dire, mais c'est plus pour vous en tant que reporter et journaliste de terrain. C'est plus une question d'ailleurs de nature personnelle, je pense émotionnelle sur vos travaux. Je me demandais comment c'est possible de se positionner dans la posture que vous prenez, c'est-à-dire de se retrouver dans des situations comme dans le camp où vous vous êtes retrouvés avec une caméra et à filmer donc ces gens qui sont dans des impasses
et dans une situation qui n'a aucune issue. Ça veut dire que vous êtes face à quelque chose de réellement dramatique. Et je pense que psychologiquement, ça atteint forcément. Et comment vous pouvez, à l'issue de cette journée, trouver une raison à votre travail alors que politiquement, juste après, il n'y a aucune issue? Vaste question. On va voir le psy. Non, mais après, c'est montrer les choses, quoi. C'est en être témoin et essayer de passer le plus d'informations et de compréhension ici. Donc, c'est souvent ce qui est très difficile, c'est de se dire, finalement, quand moi je regarde tous les sujets que j'ai pu faire, j'ai travaillé sur les camps de disparition en Syrie, enfin voilà, beaucoup de choses, et le monde ne s'améliore pas après nos reportages. Donc voilà, donc il faut en avoir conscience. Est-ce qu'on est inutile? Non, je pense que voilà, ça permet de ramener des choses, des clés de compréhension, des images comme ce camp. Comme on disait, c'est plus imaginaire, c'est réel, et mine de rien, c'est important, voilà. Et donc, le travail journalistique, même si on ne change pas toujours les choses à court terme, on écrit le début de l'histoire, et ça permet aussi à d'autres personnes de prendre en considération ce qui se passe, de comprendre les choses, et à notre petite place, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est très difficile de sortir, ou même la situation en Centrafrique, quoi, quand on est dans un climat comme celui-là. À l'époque, on parlait beaucoup de la Syrie, pas du tout de la Centrafrique. Et qu'on sort d'un moment comme celui-là, où on voit les gens quasiment mourir sous ses yeux, un village entier prendre la fuite, et qu'il faut appeler les rédactions à Paris pour leur dire « bon ben, c'est peut-être bien d'en parler ». Et il y en a qui ont répondu présent tout de suite. Je pense notamment à France Inter, qui m'a pris des sujets immédiatement quand je les ai appelés, et à France 24 qui a diffusé ces images. Voilà. Et là, on finit par se dire que c'est utile, et puis... Après, il y a des choses qui sont mises en place, et ça a été le relais. Et beaucoup de confrères à moi ont pris conscience de ce qui se passait en Centrafrique, et ont pris le relais quand 2 mois plus tard, le pays était vraiment à feu et à sang. Donc voilà, l'utilité, elle est là, je pense. Baptiste, rien de mieux. Rien de mieux, rien de satisfaisant. Merci à toutes. Merci à vous. Merci à l'équipe technique de la commune aussi qui nous accueille et qui permet que tout ça soit possible.